qu'on est en direct? Je pense que oui. Bienvenue à tous sur ce webinaire In Situ. On est sur la chaîne In Situ Freelance aujourd'hui pour faire ce webinaire-là. Ceci est un commentaire qui s'affiche de manière très spontanée. Aujourd'hui, on a deux invités avec nous pour parler de craft et de craftsmanship et de tout ce qui est finalement bonne pratique de code. Il y a beaucoup de thèmes qui sont récurrents. Alors, j'ai fait l'interview des deux invités l'un après l'autre et ils ont plein de thèmes en commun qu'ils veulent aborder avec des angles différents. Donc, je trouve ça assez chouette comme format aujourd'hui. Là, à ce moment-là, vous regardez sûrement le replay de la vidéo. Et ben, je suis super content que vous ayez rejoint le replay. Et si vous êtes déjà en direct parce que vous étiez en avance dans les bacs sur les starting blocks pour regarder le webinaire, et ben, je suis super content que vous soyez dans les premiers à regarder la vidéo. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat et j'envoie tout de suite la petite vidéo. Le temps d'envoyer quelques petits messages de promo et de ramener des gens chouettes pour discuter avec nous. À tout de suite. La vidéo 4, 3. Elle est là.
Eh bien, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on accueille Xavier et Gabin. Je vais les faire monter sur la scène. Vous êtes prêts, Xavier et Gabin? Vous êtes à l'image dans 2 minutes, 2 secondes. 1, 2, c'est parti. Voilà. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va parler de craft, mais avant tout, avant ça, je me permets de vous rappeler, si c'est la première fois que vous êtes sur un webinaire de la chaîne de InSitu, InSitu met en relation les freelances avec leurs clients grands comptes. Hein. Si vous cherchez des missions, c'est le moment de poser vos questions. Il y a InSitu Portage aussi qui vous permet de vous mettre en portage salarial, vous mettre au freelance rapidement grâce au portage salarial. Ils sont présents à Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles et dans toute la France de manière générale. Les équipes sont là dans le chat. N'hésitez pas à vous en faire remarquer tout de suite dans le chat en indiquant votre ville d'appartenance, que vous soyez des équipes ou que vous soyez freelance. On sera content de vous rencontrer. Pour les Lillois et j'ai un doute. Pour les Lillois, de manière générale, il y a un événement mardi soir, hein, donc le 28. C'est une soirée spéciale pour les nouveaux freelances. Hein, on va répondre à toutes les questions avec les partenaires. Hein. C'est quoi les statuts? Comment on fixe son TJM? Comment on trouve des missions, etc. C'est un événement qui est retrouvé sur la page d'InSitu Freelance. Hop, c'est ça, c'est dans le Vieux-Lille, là, tout à fait. On fait une dédicace effectivement à Alexandra qui est en régie pour modérer et animer le chat aujourd'hui. Je vous propose d'envoyer un maximum de bonjour à Alexandra aussi dans le chat maintenant pour faire monter le nombre de commentaires. Plus il y a de commentaires sur le LinkedIn, plus nous on est content. Enfin, sur le chat LinkedIn, plus nous on est content. C'est un peu la spécificité du chat LinkedIn de InSitu, c'est que le chat LinkedIn va aussi vite qu'un chat Twitch. Et il y a des gens qui ont des conversations dans le chat à côté pendant que nous on en a une. Voilà. Si c'est la première fois, Gabin et Xavier, que vous voyez ça, c'est tout à fait normal. Et puis un bisou effectivement à Cassandra qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est en train de déménager. Envoyez des cœurs à Cassandra, elle sera contente. Xavier et Gabin, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien. Alors je vous ai présenté rapidement avant comme le Lyonnais et le Lillois du jour pour ce featuring. Gabin, est-ce que tu veux te présenter en premier? Yes. Moi, c'est Gabin. Je travaille dans l'informatique depuis presque 5 ans. J'ai fait 3 ans chez Decathlon et il y a 1 an et demi, je me suis lancé en freelance. Passé par Leroy Merlin, j'ai travaillé pour Exotech et là, je suis de retour chez Decathlon. Et sinon, je fais du développement avec des fois la casquette de tech lead, ça dépend des missions. Et sinon, je suis très intéressé par le mouvement craft et tout ce qui est autour, mouvement agile, etc. Xavier, est-ce que tu veux te présenter aussi? Et tu peux te démuter, ouais. Oui, oui. Eh ben, avec plaisir. Moi, c'est Xavier Chevalier, développeur depuis à peu près 7 ans officiellement. Pareil, fort de la mouvance craft. J'ai connu des boîtes, des grands groupes comme Santévet, comme Valority également. Après, j'ai aussi travaillé dans des plus petites structures comme Yadec, travaillé dans le NFT, le Web3, Skylove de récemment. Voilà, je suis freelance, je crois, à peu près comme Gabin. Ça fait à peu près 1 an et demi. Donc voilà. Super cool. C'est quoi votre première expérience avec le craft? Parce que j'imagine c'est pas à l'école, vous avez fait une école de craft, ça vient à un moment. Il y a une rencontre avec le craft pour tous les gens que j'ai rencontrés qui sont dans cette mouvance-là. Xavier, tu veux commencer? Ouais, ouais, avec plaisir. Le craft, je pense que je me suis approché de ça sans savoir que c'en était vraiment. Je pense qu'à un moment, on se pose un peu la question, on se pose peut-être les bonnes questions. Ça s'est passé, moi, sur la toute première mission, toute première compagnie que j'ai intégrée, où on a rencontré la problématique de devoir refaire les applications tous les ans, voire tous les 2 ans. Et simplement, ça représente un coût énorme. Et je pense que là, il fallait trouver une solution. Et en fait, au fur et à mesure, avec les recherches, on tombe sur les bonnes pratiques, on tombe sur, je pense que tout le monde connaît un peu le TDD, le DDD, tout plein de termes qui sont un peu inconnus au départ. Et on cherche un peu à comprendre ce que c'est. Et après, au final, il y a le craft qui, pour moi, regroupe un peu tout ça. Donc, c'est arrivé assez tôt pour moi, en fait, finalement.
Ouais, c'était ta première expérience. Gabin, c'était ta première expérience aussi? Ouais, exactement, moi, sortie d'école, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans une équipe qui travaillait sur une application. C'était chez Decathlon, c'était un produit qui avait quand même pas mal de temps de vie. Et avec un profil parisien qui était venu dans l'équipe, qui avait déjà fait ses bagages sur Paris, qui est venu dans l'équipe, il a apporté ça. Et bon, en fait, on a détecté dans l'application qu'il y avait pas mal de soucis. Et en fait, on est venu injecter un petit peu de pratique. Tout à l'heure, Xavier parlait du DDD. On est venu Ouais. essayer de mettre des noms sur ce qu'on manipulait au quotidien dans notre code. Ouais. Et petit à petit, on est venu agrémenter d'autres pratiques pour essayer de. C'est comme ça que j'ai mis un premier pas et j'ai vu qu'il y avait un monde entre nous, ce qu'on faisait et ce que les autres équipes faisaient. Ils n'avaient pas du tout le même rapport au produit que nous, ce qu'on pouvait avoir. Et enfin, du coup, on voit vraiment dans le monde de l'informatique un split souvent entre les gens qui suivent à peu près, qui suivent un peu qui s'intéressent tout du moins à la mouvance et ceux qui ne s'y intéressent pas. Alors, vous avez tous les deux commencé à mentionner des pratiques là ici. Toi, une des premières pratiques, du coup, c'est le DDD, alors que Xavier, une des premières pratiques, c'était le TDD, c'est ça? Je dirais pas que c'était ma première pratique. Honnêtement, le TDD est venu assez bien plus tard. Les premières bonnes pratiques que j'ai découvertes, ça tournait un petit peu autour du solide, les principes solides. Ouais. Après, découvrir en fait aussi les tests, appliquer de vrais tests automatisés. Donc après, le TDD est venu, je pense, un peu plus tard. Ouais. Mm. Et toi, Gabin, tu Je- as mentionné le DDD, mais vous aviez déjà Ouais. des tests en production? Oui, oui, on avait des tests. En fait, il faut voir le craft et toutes ces pratiques comme une boîte à outils. Et je pense que la personne qui est arrivée dans notre produit a trouvé que le DD, c'était peut-être la pratique qui était la plus à même de répondre à nos problèmes. Nous, on avait un problème, c'est que on avait plusieurs microservices parce que c'était la microservice mania, tout le monde faisait du microservice, mais ils étaient pas bien splittés en fait. Et donc du coup, l'objectif, c'était de resplitter, de jouer le. L'objectif, c'était de revoir comment splitter le microservice, mais En plus, avec c'est pas une moi, hein, c'est approche, Charlotte qui s'est mis à courir pour tout rallumer. Elle est là, télécommande ok, Charlotte. avec une approche du coup plus métier. Et donc du coup, pour faire ça, la pratique qui aide vraiment à faire ça, c'est le domaine driven design. Donc, Ouais, le, Mm. le sujet, c'est effectivement quand vous étiez à un moment, alors j'ai l'impression, ça c'est un autre sujet qu'on va aborder après, mais vous étiez à un moment où, en fait, vous étiez un peu perdu dans le code parce que tous les objets étaient plus ou moins mal nommés parce qu'ils ont été nommés à un moment où on n'avait pas la vision finale du produit, c'est ça? Tous les objets, les méthodes, etc., quoi. ah, nous, Mm. il y avait de ça, et puis en fait, vu que c'était mal découpé, il y avait en fait, tous les microservices avaient besoin des autres, donc il y avait des appels qui se faisaient tout le temps dans tous les sens parce que Ouais, c'était mal découpé en fait. Donc, il fallait essayer de remettre du sens dans le découpage qu'on avait pour avoir un découpage plus fonctionnel. Parce ouais, que souvent, on se rend compte que les découpages ont aussi des découpages qui ont un sens dans la vraie vie. Donc, un découpage plus fonctionnel, plus produit, et comme ça, on allait faire un code de meilleure qualité et donner du sens à ce qu'on faisait. ouais, et puis pour le coup, ça a des impacts sur la performance aussi, hein. Ouais, Ouais, clairement. effectivement. Euh, Xavier, alors, est-ce que toi, il y avait un sujet sur le fait que ce soit du code legacy aussi? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive sur une nouvelle masse de code, on commence à se poser des questions sur comment on va le maintenir, comment on peut améliorer les pratiques. Mm. Est-ce que tu penses, ouais, effectivement, qu'on va chercher des pratiques comme le TDD ou comme des pratiques du craft à partir du moment où il y a un certain historique sur un projet, un certain nombre de personnes qui sont passées dessus? C'est-à-dire qu'à petite échelle, on s'en sort sans, quoi. Ah. Là-dessus, non, ouais, je suis pas forcément d'accord dans le sens où on parle des bonnes pratiques au sens large, par exemple le TDD. Ça, le TDD, si on l'applique vraiment, on peut l'appliquer sur des tout petits projets, on peut l'appliquer sur des très grands projets. Ouais. C'est une façon de développer en fait simplement le TDD, plus que d'écrire des tests. Euh, Après, je dirais qu'il ne faut pas non plus tomber dans le côté overkill de OK, j'ai entendu parler d'une nouvelle bonne pratique, ça s'appelle le dry, donc don't repeat yourself. Ah, je veux l'appliquer de partout parce que là, j'ai vu qu'à 2 endroits, il y avait du code qui se répétait. On va essayer de le fusionner et tout. Et ça, malheureusement, ça peut poser plus de problèmes qu'autre chose.
Les bonnes pratiques, comme Gabin l'a bien dit, c'est juste une boîte à outils. Le craft, c'est juste tout ça, ce sont des boîtes à outils. On doit juste, je pense, prendre les bons outils pour les bons projets et surtout avoir une vision produit. Je rejoins complètement Gabin là-dessus. Ça, le dry, c'est un mantra, c'est un slogan, c'est limite un paradigme de code à un moment, quoi. Mm. C'est quoi le mot que tu mets derrière ça? C'est pas forcément une pratique, quoi. C'est-à-dire Comment t'appelles ça, le dry? C'est un principe de programmation? tu veux faire peut-être la différence entre principe et bonne pratique? Moi, je Ouais, je cherche dirais. juste le bon mot à mettre derrière. Genre. Est-ce que, ouais, pour toi, c'est une Ah, pratique? bonne question. C'est peut-être ouais, ça serait peut-être une bonne pratique de développement. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Comment vous définiriez le craft, du coup, à la fin de la journée? Je commence. Ouais, vas-y, t'as le micro ouvert. Le craft, je sais que c'est quatre phrases en fait, mais ça n'a pas vraiment de grande valeur si je les cite juste dans l'ordre. Pour moi, une des plus importantes de ces phrases, c'est ne pas faire seulement du fonctionnel, mais faire aussi de l'évolutif. J'aime pas parler de maintenable, parce que la maintenabilité, c'est un peu garder l'application dans un même état. Ouais. Sauf qu'on sait très bien qu'une application, ça a tendance à évoluer. Ça n'a pas juste tendance, c'est prévu, ça évolue avec le temps. Et donc, je préfère parler d'évolutivité généralement. Faire du fonctionnel, je pense que tout le monde peut faire un script qui fonctionne. N'importe qui n'est pas forcément développeur, avec Internet, avec ChatGPT, avec plein de choses, on va être capable de pondre un script, de pondre un premier site web, une première API, pourquoi pas. Et derrière, il y a des questions un peu plus grandes qui se posent. C'est l'évolutivité, justement. Donc, le craft, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi le côté d'être humble Ouais. dans sa façon et dans sa façon de communiquer, et surtout le partage. Le Ouais. partage communautaire, créer des communautés. Comme on fait aujourd'hui, c'est le partage autour du craft. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Gabin, ici, on a pris une définition qui part vraiment de... Anthony qui dit, pour Dry, j'aurais plutôt dit, c'est philosophique. C'est plus une philosophie qu'une pratique. Effectivement, ouais, je trouve ça intéressant aussi. Gabin, ici, on est parti sur une définition par le manifeste, finalement. Est-ce que Ouais. tu penses qu'il y a d'autres façons de définir le craft que par le manifeste? Ouais, moi je vois ça déjà comme une précision par rapport au mouvement agile. Pour moi, il est venu patcher entre guillemets, fixer ce qui était en fait induit dans le manifeste agile, mais qui n'était pas explicite. Et donc du coup, il est venu expliciter ça. C'est-à-dire que Ouais. dans le manifeste agile, on vous dit il faut livrer fréquemment du logiciel pour avoir du feedback le plus souvent possible et itérer. Je vais Mais si on partager n'a le pas, manifeste. Hein. ouais, Gagnons du temps. mais si on n'a pas si on n'a pas quelque chose de qualitatif dans notre application, ça va être très difficile de livrer du logiciel très souvent. Il faut avoir une CI qui tourne avec des tests pour assurer qu'on n'ait pas de régression, etc. quand on développe. Donc on peut pas être agile si on fait pas de la qualité. Donc, et le manifeste là est venu clamer ça haut et fort. Ouais. Et sinon pour moi, sinon le mouvement craft, pour moi c'est vraiment de l'état d'esprit, c'est du mindset. Pour moi, c'est la volonté de bien vouloir faire les choses et tout le temps, comment dire, il consacrer du temps en équipe. C'est un mindset d'équipe. Ouais. Et après, je rejoins tout ce qui a été dit sur la communauté de professionnels, créer des communautés où les gens parlent de craft, ou bien l'événement qu'on fait aujourd'hui, typiquement, ça rentre tout à fait dans ça, essayer de développer le mouvement et qu'on soit de plus en plus nombreux à parler du craft. C'est comme ça qu'on va faire des produits de plus en plus qualitatifs. Parce que là, effectivement, dans ce manifeste-là, à chaque fois, les éléments, c'est des choses qui... Ça, c'est pas seulement des logiciels opérationnels, c'est parce qu'on est en train de répondre au manifeste agile, quoi. Des Exactement, c'est logiciels ça. bien conçus,
Pas seulement de l'adaptation au changement, mais aussi de l'ajout constant de valeur, c'est faire des changements qui servent à quelque chose. Et le Scrum disait, enfin le manifeste agile disait de favoriser les interactions entre les individus, mais aussi voilà, avoir une communauté de professionnels. Cette communauté de professionnels, elle inclut jusqu'à qui? Est-ce que par exemple les chefs de projet qui font les US, vous les considérez dans la communauté de professionnels, quoi? Ou PO, hein, en fonction de la Euh, taxonomie de votre entreprise. Bah si au niveau d'entreprise, il y a une communauté de product owners qui veulent essayer de travailler de manière à amener enfin, en mettant l'accent sur la qualité du produit, pour moi, ça peut rentrer dedans. Mais c'est plus quelque chose qui est sur le développement, Ouais. le manifeste Mm. Software Craftsmanship. Je sais pas si, Xavier, tu veux dire quelques mots Écoute, sur ça? je pense que tu as bien résumé, hein. Ouais, ouais, je dirais que je te rejoins, c'est un mindset. Et bon, ben, un PO peut très bien avoir ce mindset de vouloir avoir un produit de qualité, de très haute qualité, mais c'est vrai que c'est plutôt axé développeur. Ça Mhm. n'empêche pas. Alors il y a Anthony qui nous dit, moi j'aime bien la petite phrase tout en bas qu'on ne lit pas souvent. Il y a écrit, c'est en recherchant les éléments de gauche que nous avons trouvé que les éléments de droite sont indispensables. Mm. Mais Non, c'est effectivement, vrai. encore une fois, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un effort pour faire une synthèse, pour faire des phrases qui sont simples. Mais du coup, plus la phrase elle est simple, plus elle est large en termes d'interprétation et chacun il peut la lire et l'interpréter à sa façon à la fin, quoi. Ouais, bah Effectivement. c'est ce que souvent les gens ont un peu regretté, entre guillemets, avec le manifeste agile, c'est que c'est large et il faut parfois lire un peu entre les lignes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le mouvement Craft aussi a émergé et qu'il y a eu ces précisions qui ont été apportées. Peut-être que c'est pas encore suffisant, peut-être qu'il y aura un nouveau mouvement qui va encore arriver, mais Et alors, du coup, pourquoi les entreprises, elles ont besoin de former les collaborateurs au craft? Pourquoi est-ce qu'on cherche des freelances qui sont pourquoi le craft, ça devient une compétence finalement dans le dossier de compétences, ça devient une caractéristique du professionnel. Si c'est un mindset, ça devrait pas être quelque chose auquel on a besoin d'être formé. ben, pour pouvoir viser cet objectif d'avoir des produits qualitatifs, comme je disais, c'est un état d'esprit, donc il faut ramener quelqu'un qui va venir injecter un petit peu cet état d'esprit-là, aussi former les gens en pratique, parce que les pratiques, ça c'est par contre, il faut vraiment travailler pour pouvoir les Ouais. maîtriser. Mm. Et il y a des choses dont on a parlé. Non, on n'a pas encore parlé du BDD, mais Domain Driven Design ou Behavior Driven Development, c'est des pratiques qui demandent justement beaucoup de pratiques et d'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnes Ouais. qui ont ces compétences-là. Et sinon, pour revenir au début de ta question, malheureusement, je pense que aujourd'hui, on a encore beaucoup de produits qui sont peu qualitatifs. Et tout à l'heure, Xavier le disait en se présentant, il disait qu'il travaillait sur des produits où au bout de un an et demi, je sais plus, il disait, il mettait le code à la poubelle. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises se sont rendues compte qu'en investissant et en faisant du jetable, ils perdent énormément d'argent et il faut shifter vers de la qualité, c'est un prérequis. Le BDD et le DDD, c'était finalement enfin, le DDD en particulier, c'était une méthode de conception qui existait bien avant le craft. On, on- Ouais. on peut retrouver dans les bouquins de qualité logicielle ou chez les vieux développeurs, ils ont encore des cartes CRC, etc. Tu vois, les cartes CRC, c'est des choses qu'on utilisait avant l'UML, tu vois, mais finalement, ces méthodes-là, est-ce que parfois, ouais, c'est ça, est-ce que c'est un faux constat d'imaginer que des fois, le craft, c'est remet au goût du jour des méthodos qui étaient déjà utiles il y a longtemps, tu vois? Euh, et je dirais que c'est les, c'est les seules approches en fait qui durent dans le temps. Ça existe depuis si longtemps, tu l'as dit, hein. Par rapport à des technos comme des langages, des technos, on va parler de React, on va parler de toutes ces choses-là. On est d'accord que ça a une durée de vie de quelques années. Aujourd'hui, Ouais. on a vu plein de choses évoluer. Euh, en- ces bonnes pratiques, ces approches-là, le DDD, etc., ce sont les seules pardon, choses qui ont duré autant d'années. Euh, je pense que ça montre un peu la qualité, la qualité en fait de la chose, de cette approche. Ouais. Mm.
Je sais pas si j'ai vraiment répondu en fait à la question. Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, si on veut faire si on veut des méthodes qui soient aussi universelles aussi et c'est des méthodes qui ont fait leurs preuves. Donc simplement, effectivement, quand on cherche des bonnes méthodes, on reprend ces méthodes-là. Tout à fait. Ok. Et du coup, faire des tests déjà, tu vois, faire du test du TDD dans une entreprise, il faut arriver à convaincre d'investir des moyens pour les faire. Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est à peu près acquis dans toutes les boîtes qu'on doit avoir des tests en production, quoi. Qu'on doit avoir des tests Ouais. pour la mise en production. Malheureusement, non. C'est très compliqué, voire peut-être impossible dans certaines boîtes. Malheureusement, il y a la résistance au changement. C'est quelque chose de très difficile à faire comprendre des fois. Pour ça que moi, sur les premières entreprises, j'ai changé en fait simplement d'entreprise parce que je ne trouvais pas de façon de convaincre et de montrer, voilà, on a ce problème-là, on injecte beaucoup d'argent et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux pour moins cher, prendre plus de temps au début et d'établir les choses sur du long terme. Malheureusement, c'est pas toujours facile de convaincre. Et les personnes qui feront appel à des freelances qui sont spécialisés là-dedans, c'est les entreprises qui ont déjà compris que ce sont les solutions qui permettent de continuer dans le temps, en fait, d'avoir des produits qui ont 15 ans et qui sont encore maintenables et évolutifs. Ouais, l'enjeu, effectivement, donc, c'est de d'avoir un produit qui garde enfin, même d'avoir des équipes qui gardent de l'agilité, qui gardent de la productivité dans le temps, malgré l'augmentation de la complexité de la base de code, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Et qui supporte le changement aussi, parce que le métier change tout le temps, forcément, ça fait des no-code à force. Effectivement. Et donc, du coup, la réponse que tu es un peu en train de dire, c'est que finalement, une entreprise qui adopte le craft ou qui commence à chercher la compétence craft chez les gens, c'est une entreprise ou du moins une équipe qui a compris qu'il y a cet enjeu-là et qui recherche cet objectif-là. Ouais, je pense, parce que une entreprise voilà, qui est juste en train de faire des refontes tous les ans, tous les 2 ans, parfois c'est OK en fait pour l'entreprise. Ils sont complètement d'accord et c'est quelque chose de normal pour les équipes de dev et pour toute l'entreprise Ouais. au-dessus aussi. C'est tout à fait normal en fait d'injecter beaucoup d'argent pour faire des refontes tous les 2 ans. Certaines équipes convainc en fait leurs supérieurs. Oui, il faudra prévoir dans 2 ans une refonte complète parce que les technos changent, parce que ça évolue très rapidement et que après c'est tellement compliqué qu'on est obligé de refondre. Et que je pense que les entreprises qui ont déjà compris qu'il y avait un problème là-dedans, qui vont pouvoir faire appel à des personnes ou alors se renseigner sur le craft. Dans les pratiques qui sont souvent contrariants pour le manager, il y a le pair et le mob programming. Le pair programming, des fois, ça les contrarie déjà un peu. Le mob programming, ça les contrarie encore plus. De manière générale, c'est en train de dire, on va mettre plus de 2 personnes pour faire le même code. C'est un sujet, c'est toi, Gabin, qui m'a parlé de mob dans la pré-interview. Comment on arrive à convaincre, comment la pratique, elle s'impose dans l'entreprise du mob programming? Et si tu peux la rappeler aussi, expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, alors le mot programming, c'est, comme tu le disais, c'est plusieurs personnes, toutes les personnes de l'équipe, normalement, autour d'un écran. On peut même avoir le product owner, des fois, qui peut venir aussi pour venir préciser le métier en même temps qu'on développe. Et c'est tournant. On a une personne qui va écrire et les autres personnes vont dire, bah maintenant, écris ci, écris ça. Ah, moi, j'aurais plutôt nommé ça comme ça. Ça va créer des débats. Et en fait, au lieu d'avoir, pour ceux qui font de la code review, mais au lieu d'avoir un feedback au moment de la code review sur le code qu'on est en train d'écrire, on a un feedback direct parce que dès qu'on va écrire quelque chose, on va avoir quelqu'un de l'équipe qui va dire, ah ben non, moi j'aurais plutôt nommé ça comme ça. Ça va créer des discussions. Ça va peut-être faire émerger une nouvelle architecture de l'application. Voilà, ça crée ça apporte vraiment beaucoup de choses intéressantes. Je pense dans mes premières équipes agiles, on avait un truc qui ressemblait à ça, c'était genre le café du lead. Et le lead, il préparait son bout de pitch de 30 minutes et ensuite il sortait des bouts de code en disant alors ça c'est pas bien, je vais vous expliquer pourquoi. Et bon, c'est un petit peu plus descendant, et puis c'était ton code qui passait à la poêle. Et effectivement, le fait de parler du code tous ensemble et du nommage, des fonctions et des objets, etc., c'est ça le moment qu'on cherche, quoi. Le but, c'est pas de produire du code ici. Voilà. Le but, c'est d'échanger, quoi.
Échanger, oui. Après, forcément, on va avoir un delivery, mais l'objectif, ça va créer des discussions et parfois, ça va être vraiment très intéressant. Et sinon, c'était quoi ta question par rapport au programming? Comment tu l'apportes dans les entreprises? Bah, c'est-à-dire que vu comment tu l'as présenté, du coup, le problème, c'est plus le même, tu vois. Parce que le pair programming, tu vois, c'est le fait de faire la feature à deux et donc, du coup, d'avoir un peu la connaissance qui est divisée, tu vois. Genre, il n'y a pas qu'une seule personne qui connaît ce code-là et puis, il y a pas, tu vois, ça casse le fait où, bah, si j'ai bossé sur ce bout de code pendant un moment, en fait, ça devient un peu mon territoire, tu vois. Le pair programming, du coup, il y a un peu ce blocage-là. Le manager va se dire, bon, mais les devs, ils vont passer leur vie à coder à deux derrière la même machine. Là, sur le mob programming, tu es en train de me définir plutôt une forme de rituel ou de cérémonie, quoi. Tu vois, c'est pas. Il y a une distance, en fait, entre les deux je me rendais pas compte. J'avais plus l'impression qu'on a été passé du x2 à x-n, tu vois. C'est pas forcément une cérémonie comme on pourrait dire la rétrospective ou autre, c'est quelque chose qui peut vraiment émerger. Je sais pas, t'arrives au daily, tu dis ah bah moi je suis coincé sur tel truc, je pense que telle feature elle est vraiment trop impactante, je vais toucher à trop d'éléments du code. Hop, on peut se dire ah bah tiens, ça peut être intéressant de la faire en mode programming parce que Ouais. on sent qu'il y aura des impacts avec des pans métiers que peut-être d'autres personnes connaissent mieux que d'autres et c'est quelque chose qui peut pop up comme ça en fait. Un développeur peut dire ah bah là j'ai besoin de vous. Et tac, on balance, on passe sur du mode programming et let's go. Alors, je vais prendre un peu des questions, des remarques qui viennent du chat. Sur le mob programming, il y a Anthony qui précise que on parle parfois d'ensemble programming. Je pense que ça doit être la version Traduction. française. Antoine nous parle de World Team du Circle of Life de l'agilité, ça. C'est un néologisme, là, c'est rigolo, ça. Ça ne veut rien dire. Oui, ça existe Bah, vraiment. oui, oui, ça existe vraiment, mais je vois de quoi parle Antoine, mais c'est pas tout à fait ça, Antoine, parce que le World Team, c'est vraiment, c'est pas lié au mode programming, c'est le fait que toutes les personnes de l'équipe, donc product owner, UX, UI, enfin toutes les personnes de la feature team, et la même et ce sentiment d'appartenance au produit et de contribuer au produit. Là, le mode programming, c'est un peu autre chose, c'est une pratique de développement Ouais, pour les on va faire développeurs. un live coding devant ses copains, quoi. Voilà. Et Nolwenn nous dit, il faut poser la question au management, quelle est la réussite d'une réunion avec une seule personne? Effectivement, on n'a pas parlé, quoi. Je pense que c'est la façon abstraite de réexpliquer le sujet. Au Gabin, ça t'a perturbé à ce point. Non, j'avais pas compris la phrase, mais je comprends. Antoine valide aussi hein, tes propos, Xavier. Effectivement, faire des refontes tout le temps. Si c'est des refontes fonctionnelles, oui, mais quand on fait des refontes purement techniques, bah, c'est que c'est du legacy qui coûte cher. Euh, Bon, il y a une remarque ici un petit peu complexe de Jérôme hein, un mauvais développeur qui fait les pratiques. C'est vrai que tu vois, donc tu mentionnais tout à l'heure Xavier, par exemple, il y a le dry, mais en même temps, on sait que quand on factorise trop le code, on le regrette après. Si on prend tous les principes, tous les motos ou tous les slogans qui existent dans le dev et dans le code, à la fin, en fait. On se retrouve avec des injonctions contradictoires, tu vois. Est-ce que, tu vois, effectivement, le dry, ben, il faut avoir du discernement pour comprendre à quel moment ça devient moins pertinent de l'utiliser, même s'il faut avoir du discernement pour savoir quand l'utiliser. Comment on explique ça, finalement? Tu vois, je sais pas, par exemple, si tu es en entretien pour une nouvelle personne qui va rejoindre l'équipe, tu vois, comment tu fais pour évaluer que cette personne-là, au-delà des mots-clés et de la culturation, tu vois, elle fait preuve de discernement sur les principes, quoi. Pour un entretien, je pense que le meilleur entretien technique, c'est du pair programming. Ouais. C'est une façon de voir comment la personne réfléchit et, et de lui poser en fait simplement des questions, voir les réactions, etc. Je rebondis sur le dry. On a le dry peut être extrêmement dangereux si on travaille sur deux contextes différents, typiquement. Le code peut extrêmement se ressembler. Parce que bon, ben voilà, potentiellement, on peut avoir deux contextes différents qui peuvent évoluer différemment. Ouais. Alors, là, j'ai pas spécialement d'exemple en tête, mais si on parle de produits et je sais pas, d'autres choses, si on parle d'un e-commerce, potentiellement, on a plusieurs briques, on peut imaginer ça. On va avoir des contextes différents et potentiellement des contextes qui vont évoluer à différentes vitesses.
Ouais. Et à partir de là, si on essaye de mettre en fait de la colle entre ces contextes-là, on vient solidifier ces morceaux, ces briques qui sont censés bouger différemment. Et Ouais, donc, le dry, parfois, il s'oppose au SRP, hein. C'est-à-dire que le single responsibility principal, c'est-à-dire que des fois, tu as factorisé ton code et du coup, tu as un bout de code qui est isolé, mais qui a un impact sur plein de features. Et du coup, tu remontes un peu ton code en analyse descendante, tu remontes ton code et tu dis, ah, bah, c'est là qu'il faut que je modifie le truc. En fait, tu modifies des 15 features dessous qui sont modifiées et tu t'en rendais pas compte. C'est Oui. Ouais. J'ai un petit exemple si vous voulez, pour Vas-y, illustrer. dis-moi. Par exemple, on prend dans le cas, bon, aujourd'hui on travaille pour la SNCF par exemple. Dans l'application, on va prendre deux applications qui vont avoir le nom de clients. Et en fait, par exemple, sur le site e-commerce, on va avoir une certaine définition du client. Et pour une autre application qui gère les trains, par exemple, on va peut-être pas parler de client, on va parler de passager. Mais au début, on va peut-être avoir la même notion de client. Et au moment de vraiment regarder ce qui se passe niveau métier derrière, en fait, on va se dire, ah bah non, en fait, on va venir préciser, là, c'est pas vraiment un client, en fait, c'est peut-être plutôt nous, dans notre terminologie à nous, en tant que train, on va peut-être plutôt parler de passager. Donc, du coup, on va venir Ouais. changer la terminologie. Donc, du coup, là, on va vraiment, si on avait regroupé ces deux entités-là, et là, on aurait fait dry, on aurait fait qu'une seule entité pour les deux choses, alors que fonctionnellement, on parle de deux choses différentes. Ouais. Donc, c'est là où il faut casser le principe de dry. Nolwenn nous propose l'adresse de facturation et l'adresse de livraison, quoi. Bah oui, ça peut être aussi un exemple. Mais ça, c'est rigolo parce que ça ressemble à vraiment du modèle de données, quoi. J'ai l'impression que tu me parles des formes Oui. normales, là. Ouais, parce qu'on a, en fait, c'est deux modèles qui viennent caractériser deux choses qui sont différentes. Donc, en fait, c'est pas la même chose concrètement. C'est pas un client, c'est un passager. Et là, au côté e-commerce, je sais pas comment on pourrait l'appeler, peut-être autrement, mais peut-être qu'ils ont un nom, une terminologie chez SNCF hein, pour appeler ça, mais je sais pas. Mais voilà. ça, c'est complètement du DDD au final. Le fait de pouvoir séparer en différents banding contextes, des contextes Voilà. bornés et qui évoluent différemment. Ouais. Je voulais pas faire peur aux gens avec les terminologies. Non, mais Ouais, c'est ok. je suis là pour ça. Et tu vois, typiquement, là, Jérôme nous relance sur l'XP. Moi, j'ai déjà fait un entretien dans une équipe qui bossait en XP. Ça voulait dire que, littéralement, donc j'ai passé une journée à coder avec eux. Et donc, littéralement, moi, il y avait un poste de travail sur lequel je travaillais, je faisais la feature, enfin, je faisais l'exercice, en plus, je faisais un kata. Et les deux devs, en fait, ils ont changé de clavier, tu vois. Donc, le premier reprenait la feature de l'autre. Donc, ça veut dire vraiment, genre, ils étaient capables de lever les mains et l'autre, il remet les mains et il continue la feature, tu vois. C'est quand même vachement chiant. J'aime bien travailler avec mon Mac. J'ai pas envie que les gens ils touchent mon Mac. Tu vois, avec l'extrême programming, déjà, tout le monde le fait pas comme ça. À quel moment, en fait, dans une équipe, vous définissez c'est quoi la façon de bosser que vous avez envie, quel moment vous pouvez dire je suis pas à l'aise avec cette méthode-là, je préfère échanger. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des cérémonies où vous vous remettez d'accord avec des choses comme ça? Moi, je pense. Ce qu'on peut faire au lancement de la feature, on discuter tous ensemble. Hein, au lancement de la feature team, on peut discuter ensemble de qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait en équipe. Et là, on peut poser des cérémonies ou discuter des différentes pratiques qu'on peut avoir. Et après, sinon, bah, moi, ça m'est arrivé là, justement, sur la mission sur laquelle je suis actuellement, vu qu'on a changé énormément de personnes de l'équipe, tout le monde a des manières de travailler différentes. Il y a des gens qui aiment pas beaucoup le pair programming, enfin qui aiment pas du tout même, et ils se sentent observés. C'est vrai que c'est un peu spécial. Donc il y a des gens qui savent pas très bien pair programming. Donc peut-être qu'il faut changer la manière de s'organiser en équipe et on peut poser une réunion tous ensemble pour en rediscuter et redéfinir la manière de s'organiser au mieux. Chaque équipe s'organise différemment parce qu'on a tous des personnalités différentes, on a tous des besoins différents, donc c'est normal de se réorganiser. Jérôme, ça fait plusieurs fois qu'il nous parle de prendre des bons développeurs pour pouvoir faire les choses. Moi, j'ai pas l'impression que dans l'XP, il y a marqué qu'il fallait qu'il y ait des bons devs absolument. J'ai plutôt l'impression que tous les jours, on codait un truc de plus, quoi. Sans avoir de tâches à faire. Et que tous les jours, on avait une version du code aussi. C'est quoi finalement un bon dev, Xavier? Est-ce que ça existe est-ce que ça existe le 10-time developer, tu vois, qui code vraiment mieux que les autres? Est-ce que ça existe les devs qui sont vraiment mauvais et où tout le code qui sort, il est pourri, quoi? Eh ben, bon, bah, malheureusement, je pense avoir vu ces deux types de développeurs. Après, je suis vraiment pas pour le côté élitisme
non plus. Ce côté, l'échelle verticale aussi, de se placer au-dessus ou quoi que ce soit, c'est des choses qui me dérangent beaucoup. Et puis, on s'éloigne un petit peu aussi du côté humble, peut-être aussi du craft. Malheureusement, je pense que on peut faire la différence entre mauvais et bons développeurs. Il n'y a pas de bons et de mauvais développeurs. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Je rebondis sur les vannes. Merci. Malheureusement, je pense que j'ai dû voir les deux. Merci beaucoup, Thomas. Je suis désolé, du coup, là, le compliment m'a fait perdre le fil. Non, tu disais que tu avais pu voir les deux, ouais. Ah, j'ai pu voir les deux. Je pense que le pire, c'est un peu le développeur qui découvre les bonnes pratiques et souhaite absolument les mettre en place. Dans une optique de faire bien, on peut faire parfois beaucoup plus de dégâts. Il faut, je pense, faire toujours preuve de pragmatisme et prendre du recul pour devenir simplement meilleur. Il faut toujours se remettre en question. Donc, remettre même en question ce qu'on considère bonne pratique, le mindset avant la technique, tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, ce qu'on peut peut-être considérer comme un développeur junior n'est pas forcément, je veux dire, bon, là, j'ai perdu le film. Je suis désolé. C'est pas de souci, c'est le stress du live. Mais de manière générale, effectivement, si je résume ton propos, l'idée c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais développeurs et que des gens qui cherchent à apprendre, quoi. Et cet état d'esprit-là, cet état d'esprit de craft, il met tout le monde au même niveau et on est tous en train d'avancer dans le même sens, quoi. C'est ça l'idée. Ira, tu voudrais compléter? Qu'est-ce que je peux rapporter par rapport à ça? Le principal a été dit. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais un peu, comment dire, j'étais un petit peu mal à l'aise vis-à-vis des autres développeurs parce que je sentais que je pensais que je faisais mieux qu'eux et c'était difficile de travailler comme ça. En fait, après, faut vivre, il faut accepter avec ça, mais il y a des développeurs dont ça intéresse pas forcément de pousser autant les pratiques, de faire de la veille à côté, d'apprendre des choses. Et moi, je sais qu'au début, je vivais ça assez mal. Et donc, du coup, je pense qu'il faut aussi savoir choisir ses projets. Typiquement, il y a certains produits dans lesquels je sais que potentiellement on n'arrivera pas à mettre en place le craft. Mais en fait, ça dépend de ce que veulent chaque développeur. Il y en a, ils veulent juste. Pour eux, c'est un boulot alimentaire. Et pour certains, c'est vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de super d'être développeur. Je suis fier de ce que je fais. Ça fait partie aussi du mouvement craft, hein, la fierté de ce qu'on réalise. J'ai envie de. Quand je vais me coucher au soir, je suis content de ma journée. Je sens que j'ai apporté de la plus-value et j'ai essayé. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même pour essayer de livrer de la qualité. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans le mouvement craft. J'ai un peu tordu ta question, mais. Non, mais c'est pas mal, on arrive à quelque chose. C'est-à-dire que ça me permet de revenir sur un autre sujet. Je voulais en parler, c'est-à-dire effectivement j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent dans une équipe craft, tu vois, tu disais effectivement t'as l'impression qu'il y a des équipes où on n'arrivera pas à faire adopter le craft, il y a des équipes où dès qu'il y a une personne qui ramène le craft, tout le monde l'adopte rapidement. C'est aussi parce qu'il y a une sensation spéciale quand on utilise les méthodes correctement, on est quand même vachement plus serein dans son code, on est sûr de soi, on a l'esprit calme et reposé le soir. Chaque fois où les tests ils passent en vert, on a son petit rush de dopamine, on arrive à avoir le flow, la concentration qui vient, tu vois. Finalement, quand on adopte ces méthodes-là, il y a une forme de confort et de satisfaction, et c'est ça qui rend addict finalement aux méthodes, c'est ça? Je l'ai bien décrit ou pas? Vous avez l'air d'être d'accord, genre, voilà. Ah oui. Très bien, très bien. Ouais, c'est ça, hein. Ça apporte clairement ça, beaucoup de sérénité. Quand on met en production, on n'est pas comme ça à se dire, bon, est-ce que j'ai créé des régressions ou pas? La CI tourne normalement, si on travaille bien, voilà, les tests vont tourner dans la CI, ce genre de choses, et donc on est serein quand on déploie et on n'est pas en train bon, je vais pas citer le nom, mais en train de débugger les monitoring et tout pour regarder est-ce qu'il y a des 500. Normalement, on est plus serein, quoi. Normalement, on est plus serein. Tu veux compléter, Xavier?
J'ai complètement connu ce que tu citais, Gabin, le monitoring qu'on regardait à chaque fois qu'on était en prod. On regardait, ok, aucun service rouge. Ah bah non, en fait, ils sont tous rouges. C'est très, très stressant ces moments-là. Je te rejoins complètement. C'est la tranquillité d'esprit, en fait. Tu retrouves par la technique, par le TDD surtout, tu retrouves un peu cette tranquillité d'esprit de dire, ok, bah, ce que tu livres, tu sais que ça va marcher en prod. Euh, voilà. C'est rigolo. J'ai essayé de faire un mème sur le monitoring ce matin, et du coup, ça m'a permis d'y réfléchir. Effectivement, il y a un peu ce côté-là où, ouais, après la mise en prod, tu fixes ton monitoring pour voir. Tu as l'impression que c'est la guerre et genre que. Effectivement, les effets de bord, tu peux pas toujours les évaluer, donc tu mets en prod et puis tu vois c'est quoi les effets de bord, quoi. Ouais. Le mentoring dans le craft, c'est important. Moi, je pense, personnellement, je pense que c'est important. Ça répond parce qu'en vrai, on l'a pas mentionné dans les pratiques avant l'interview. Mais quand tu parles d'humilité et de partage de communauté de professionnels, c'est vrai qu'il y a pas mal de communautés craft où on met en place ces systèmes de mentoring pour avoir un sujet. Parce que des fois, quand tu fais du pair programming, quelqu'un qui est vraiment plus senior que toi, même si c'est pas forcément la seniorité, c'est juste qu'il connaît mieux la base de code que toi, c'est vrai que ça se transforme en séance de mentoring à la place. Des fois, du coup, l'appeler directement séance de mentoring, c'est peut-être un peu plus clair, quoi. Est-ce que c'est comme ça que ça vient dans la pratique, on passe du pair au mentoring? Enfin, moi, le mentoring, je pense que je l'ai fait sans faire exprès, en fait. En étant tech lead, ou même sans être tech lead, en étant senior dans une équipe, les personnes qui vont au quotidien te poser des questions et tu vas leur apporter des pratiques. En faisant du pair programming, tu vas leur montrer un petit peu comment toi aussi tu bosses et comme ça, ça va te permettre de faire monter les gens en compétences. Et moi, je pense que c'est aussi important de s'identifier aussi. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il y avait des personnes avec qui je travaillais. Pour moi, c'était des exemples, quoi. Je voyais que quand ils bossaient, les mecs, derrière, il y avait pas de bug, il y avait pas de régression. Leur code review, elles étaient nickel, ce genre de choses. Et ça donne un exemple. Et après, rien que de parler avec eux, leur poser des questions, c'est un peu du mentoring et du coaching, entre guillemets, sans faire exprès. Et je pense qu'après, moi, j'apporte ça aussi maintenant dans mes expériences. C'est que vu que j'ai un peu d'expérience, à chaque fois on me demande, dans telle expérience, comment tu as fait, comment vous avez taclé ce sujet-là, ces problématiques-là, et je pense qu'on fait du mentoring un peu sans le vouloir. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir. J'en profite, si quelqu'un veut bénéficier de mentoring, envoyez-moi un message sur LinkedIn, je vous accompagne avec plaisir. Xavier, c'est quoi ton expérience avec le sujet? Je pense que c'est peut-être légèrement différent du mentoring. Je pense que suivant les personnes, on peut mettre un mot derrière. J'ai fait de la formation chez Lyon Innov Campus, là où j'ai fait mon master. Mhm. À plusieurs reprises, j'y suis retourné pour justement parler des best practices et de l'architecture logicielle. Il y a ce côté mentoring mentorat, pardon, qui vient aussi dépasser les horaires à la fin de la journée. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de donner aussi tous mes contacts. Et c'est la plupart des étudiants que j'ai eu en face de moi, des professionnels, ils n'ont pas hésité à me recontacter derrière pour continuer, en fait, même après la fin de la mission, à continuer à parler de tous ces sujets-là. Je dirais que c'est ça un petit peu mon expérience dans le mentorat, peut-être. Ouais, puis en tant que mentor, t'apprends aussi, quoi. Ah, tout à fait. Ouais. Clairement. Ce serait terrible de dire qu'un mentor a toutes les connaissances et sait absolument ce qu'il faut faire dans toutes les conditions. Ça peut être même très dangereux, quoi. Il faut toujours Hop. se remettre en question. On va arriver sur la fin du webinaire. J'invite les gens qui nous regardent à aller voir la page InSitu. InSitu Freelance en particulier, vous allez trouver donc l'événement qui a lieu mardi prochain dans le Vieux-Lille. Et il y a effectivement aussi le prochain webinaire qui va être annoncé sur la page. Ce sera le 8 décembre et on va parler du portage salarial. On sera en plateau au bureau avec tous les invités avec moi. Et expliquer en quoi c'est chouette, comment ça se passe, etc. Et ce sera chouette. Si le sujet vous intéresse, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à passer et abonnez-vous du coup sur la
suivez la page In-situ Freelance pour avoir la notification dès que le webinaire est publié. Dans les dernières questions que je voulais aborder avec vous, c'était finalement faire le point un petit peu. J'ai l'impression aujourd'hui que le craft, c'est devenu complètement impossible de le dissocier de l'archi hexagonal. J'ai l'impression qu'il y a des boîtes, genre, même tu sais, alors je serai pas à l'événement, non, Jérôme. Pourquoi? Parce que le mardi soir, je suis avec mon fils, mais sinon, je serais content de venir. Qu'est-ce que je disais? L'architecture hexagonale, effectivement, c'est devenu un indispensable. J'ai vu des gens qui décident de ne pas utiliser ce framework-là parce qu'il n'est pas compatible avec l'architecture hexagonale. J'ai l'impression, effectivement, aussi, des fois que limite, on va te dire que t'es pas un craft si tu sais pas faire l'hexagonal, etc. C'est quoi, vous, de l'intérieur, comment vous le vivez, cette dominance de la pratique, quoi? Est-ce que vous l'utilisez déjà, par exemple? Ouais, tout à fait. En tout cas, pour ma part, je l'utilise très très souvent. J'essaye de le mettre en place le plus possible. Pour moi, c'est la façon de rester flexible suivant les changements. Ouais. Un logiciel, une application change, elle change tout le temps. Donc, pour pouvoir rebondir rapidement, on est obligé de passer par ce qu'est en fait l'architecture hexagonale, la clean architecture, port adapters. Tout ça, c'est en fait la même notion qui est derrière de flexibilité au changement. On parle aussi de changement de technologie. Tu parlais de framework, je rebondis dessus, ne pas choisir l'hexagonal parce que le framework n'est pas compatible. Je pense que c'est peut-être Alors, j'ai dit ne pas comprendre. choisir le framework parce qu'il n'est pas compatible avec l'hexagonal. Ouais. En fait, l'hexagonal permet de s'abstraire de la technique. La technique n'est qu'un détail. Ce qu'on veut absolument, en fait, une entreprise veut un produit fonctionnel avec des fonctionnalités et non pas un produit rempli de tech à fond. C'est isoler en fait le métier au cœur de l'hexagonal et de pouvoir rajouter autour le brouillard technique. Donc, on parle des technologies, du GraphQL, des API REST, tout ça. On va parler de framework, mais ça gravite vraiment autour. Le cœur, c'est en fait le cœur de l'hexagonal. Ouais. Je vais pas réussir à finir ma phrase. Moi, je pense que la fin de ta phrase, c'est que l'hexagonal, c'est une architecture et c'est pas une technique. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'abstraire de la techno, quoi. Ok, Gabin, l'archi hexagonal, c'est dans tous les projets aujourd'hui ou pas? Dans tous les projets, je sais pas. Moi, en tout cas, à ce moment, je pratique. Moi, je préfère parler de clean architecture plutôt que architecture hexagonale. Ils s'amusent à changer les noms tous les 2 ans des ports adapteurs, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, donc clean architecture, mais comme Xavier le disait très bien, votre application, elle a un métier. Ce métier, c'est le domaine, c'est ce qui est au cœur, c'est ça qui doit être protégé. Que derrière on ait une base de données, du Kafka, je sais pas, on s'en fout de la techno, ça a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est protéger son domaine, protéger le cœur de son application. Et après, voilà, ça devrait rouler pour vous. Jérôme revient à la méthode Meurice. La méthode Meurice, c'est quelque chose où on s'en rappelle encore aujourd'hui ou pas? Moi, personnellement, je connais pas. Enfin, j'ai déjà entendu de nom, mais c'est tout. La méthode Meurice, c'est une façon de. Vraiment, ça ressemble à ce que tu peux appeler le BDD. C'est une façon de sous-diviser en sous-systèmes tous les problèmes d'architecture. Tu le sous-divises toujours. Et tu essaies de voir. Là, maintenant, il y a un moment où c'est un peu atomique, où j'ai choisi de le sous-diviser l'entreprise en 5 départements et je le sous-divise encore. Et ça vient avec l'idée. C'est un principe finalement d'ingénierie, c'est que quand j'ai un système thermodynamique, par exemple, que je veux le modéliser, je vais essayer de le sous-diviser en sous-systèmes pour vous comprendre chaque sous-système, comment il marche et comment il interagit avec les autres. Tu vois. La division en sous-systèmes, c'est vraiment un principe d'ingénierie, de physique de base, quoi. Et du coup, la méthode Meurice, elle marche bien pour les ingés parce que c'est appliqué à l'informatique, ce qui marche sur le sujet. Mais en fait, Jérôme, mon prof d'info, il avait plus de 40 ans, donc forcément, il nous en a parlé. Pour lui, c'était important, tu vois. Mais aujourd'hui, les profs d'info, ils ont plus cet âge-là, quoi. Faut que tu retournes donner les cours, Jérôme. Je pense que c'est plus simple. Donc, Xavier, toi, la méthode Meurice, tu l'avais déjà vue ou pas? Je l'avais vu, oui. Mais alors, je crois que j'aurais pas pu te dire ce que c'était, quoi. J'ai oublié. Alors, en plus, la méthode Meurice, plus personne se rappelle ce que l'acronyme veut, quoi. Genre, tu peux faire croire à une personne qui est sûre qu'il connaît la méthode Meurice. Tu dis c'est la méthode qui a été inventée par Paul Meurice. Franchement, ça marche.
Ça marche. Ok, c'est cool. Merci. En vrai, moi, je retiens effectivement que au final, c'est pas forcément. Enfin, les pratiques, ça aide à atteindre les objectifs, mais ce qui est important, c'est d'être avant tout une communauté de professionnels qui cherchent à avoir un logiciel, une base logicielle qui est vivante et qui s'adapte facilement au changement, qui reste là dans la durée. Ce qu'on veut éviter, c'est les grosses refontes, les gros breaking change, etc. Et effectivement, après, on peut reprendre des vieux trucs comme Meurize, les cartes CRC ou le BDD, le CDD, des choses comme ça. Outiller des nouveaux trucs en fonction de comment ça va, comment l'équipe va. On peut faire du pair programming, on peut faire du mob programming en fonction de. À partir du moment où ça résout un problème, ça apporte de la valeur, aux utilisateurs du logiciel, c'est une bonne méthode. C'est ça? Sur le long terme. Apporter de la Sur- valeur sur le long terme, pas à court terme, mais Oui. sur le long terme. Mais là, on est bon. Ah ouais. Si on apporte de la valeur sur le court terme, du coup, on est une startup, c'est ça? Bah ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est vrai que les startups, il y a certaines startups qui, avec 1 an, 2 ans, ils vont shipper un produit très rapidement en production, mais vu qu'ils n'ont pas investi sur la qualité, ils se retrouvent à refaire le produit de zéro, et il y en a qui, du coup, meurent à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à transformer l'essai parce qu'ils n'ont pas fait un minimum de qualité au début, et des fois, ça coûte la vie de la startup. C'est Ouais, ça dommage. demande un investissement de refactor le code. T'as un problème de dette technique et t'es obligé d'aller voir tes investisseurs dire alors en fait on a une dette technique. On doit Nous tout ça nous est refaire. jamais Ne arrivé vous mais je inquiétez connais. pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiétez pas, ça va bien se passer. On va devoir investir. Xavier, tu veux donner un mot de la fin? Euh, Ne jetez pas votre legacy code. C'est dommage, c'est le travail de plein de développeurs. Il est peut-être pas si. Il est sans doute très moche. Le legacy code est sans doute un gros plat de spaghettis, mais il y a moyen d'éviter la migration Big Bang. La migration Big Bang, juste La créer une refonte. application à côté, la refonte globale, totale. Il y a peut-être moyen, en fait, de capitaliser sur du legacy code. Euh, juste. Peut-être se renseigner un peu plus dessus. Moi, je serais ravi en fait de répondre à des questions post-live sur ces sujets-là qui m'animent beaucoup aujourd'hui. Connectez Xavier, connectez Gabin, posez vos questions. Ils sont aussi là pour développer leur réseau. Donc en vrai, normalement, on est d'accord, hein, vous envoyez une connexion parce qu'on a bien aimé le webinaire, c'est bienvenu. Bien C'est sûr. bienvenu. Bien sûr, voilà. Je prends l'initiative. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'échange, c'était chouette. Je vais mettre la vidéo de fin. Merci aux invités qui sont venus, etc. Et puis, on se retrouve tout de suite une fois que le webinaire est fini de notre côté. Et merci beaucoup aux gens qui ont regardé. On se retrouve. N'hésitez pas, du coup, à suivre la page InSitu pour voir le prochain webinaire où je serai là, bien sûr, forcément, bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup. Salut, Merci. merci.